leur vision, leur parcours et leurs expériences en la matière. Donc, je vous présente Olga Johnson qui sera avec nous. Olga, bonjour et bienvenue pour cet opus. Bonjour, Léo. Et je vous présente également Kadi Diouf qui sera avec nous pour ce webinaire. Bonjour et bienvenue, Kadi. Bonjour Léo Kadi. Alors aujourd'hui, deux femmes d'envergure, pourquoi? Je vais prendre le temps avec vous de partager certainement des points clés de leur parcours parce qu'elles ont l'une et l'autre des parcours extrêmement riches. Ce qui va être important autour de cet opus 2, c'est de vraiment trouver des clés autour des formes d'investissement. Alors derrière la notion d'investissement, Kadi sera représentative de ce qui sera autour de la finance, mais il n'y a pas que la finance dans les formes d'investissement qu'on va voir quand on parle d'un retour sur le continent. Et on verra en quoi il peut exister des risques et quels sont ces risques à partir du moment où on décide de venir ou de revenir sur le continent, parce qu'il peut y avoir de belles surprises et peut-être aussi des surprises qui nous amèneraient à découvrir de nouvelles cultures. Alors, mesdames, je vais démarrer avec une question clé. Kadi, vous avez une particularité, c'est que tout votre parcours, vous êtes la directrice générale d'Everest Finance, 15 ans d'expertise dans la finance, c'est-à-dire que aguerrie aux chiffres, aguerrie à la relation à l'argent, parce que c'est ce qu'il y a aussi derrière la notion de finance. Vous avez travaillé au sein de prestigieuses structures comme AXA, comme la BCAO, comme la BOA en Afrique et aux États-Unis. Et puis depuis 2016, vous avez créer votre structure. Ce qui va nous intéresser dans votre point de vue, j'allais dire, c'est à la fois le point de vue de l'experte sur la notion de la finance par rapport à l'investissement et à ce qu'il peut avoir comme type de pari risqué à partir du moment où on fait ces investissements et ce choix. Ça, ce sera un des premiers axes. Et nous avons également avec nous Olga Johnson qui, elle, a un parcours qui est riche et puis pour certains qui peut être atypique aussi puisque Olga est conseillère spéciale de l'Afrique pour la Fondation Énergie pour le Monde, le FONDEM. Elle est également ambassadrice pour l'Afrique de Winch Energy, donc avec cette touche un peu autour de tout ce qui touche à l'électrification. Elle est aussi entrepreneur et donc au fil de notre échange, on pourra aller creuser sur cette branche entrepreneuriale et je pense que c'est sur ce point que vous allez pouvoir vous retrouver. Et Olga est également très engagée dans la vie politique associative et elle est aussi ambassadrice de WIA pour le Bénin. Fort de vos parcours, mesdames, voici ma première question. Et donc, vous répondrez tour à tour. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir, alors soit revenir sur le continent pour créer vos structures, soit d'imaginer venir sur le continent, alors peut-être pas dans votre pays d'origine, mais dans des pays autres que le vôtre? Je vais laisser Kadi répondre en premier. Merci Léo Kadi. Effectivement, dans mon cas, c'est plutôt revenir parce que mon cursus scolaire a été fait ici à Dakar. Et il a été tout à fait clair, moi, dans mon esprit dès le départ, que je devenais une diaspora temporaire. Donc, je partais acquérir une connaissance, me spécialiser dans quelque chose, acquérir une expérience et revenir. Donc, je ne me suis jamais positionnée ou je ne me suis jamais mis dans un état d'esprit où il était question de rester, de m'installer en Occident. On va dire que la réflexion autour du retour n'a jamais eu lieu parce qu'elle a toujours été partie intégrante du programme, si je peux dire ainsi. Bien, merci beaucoup, Kadi, pour ce retour. Olga, de ton côté, tu as fait un choix qui est différent de celui de Kadi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, moi, je n'ai pas fait de choix, c'est la vie qui a choisi pour moi. C'est-à-dire que j'ai fait effectivement une partie de mon parcours d'école primaire au Bénin et une partie du secondaire en Côte d'Ivoire. Donc, j'avais tous les atouts, toutes les clés en main pour que ça soit effectivement, comme Kadi, automatique. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement que quand j'ai commencé à travailler ici, j'ai trouvé un travail qui était très bien payé, extrêmement intéressant. Et je ne me suis pas, très honnêtement, posé la question d'aller travailler en Afrique. Je vivais bien, mes amis étaient là. C'est vrai que en fait, il n'y a pas une réflexion particulière où
où l'étudiant s'assoit en se disant « je vais me projeter et faire un plan de carrière sur 10 ans Oui. ». Et c'est a posteriori où peut-être on se dit on a eu des petits indices à un moment ou à un autre, mais effectivement, c'est beaucoup plus subtil qu'on ne le penserait. Absolument. Alors, il y a une question, enfin, en tout cas, il y a une observation, hein, parce que c'est vrai qu'en ce moment, l'Afrique intéresse beaucoup de personnes par différents biais, parce que ces terres sont riches, parce qu'en termes de relations humaines, on retrouve des ressources humaines qui sont également très riches, qui ont trouvé des modes d'organisation et des modes de fonctionnement propres, qui peuvent s'inspirer, j'allais dire, de ce que font les Anglais, les Américains, les Canadiens, ou bien les Européens, et ils ont capitalisé sur tous ces éléments-là, justement, pour pouvoir faire différemment sur les terres en tenant compte des particularités culturelles, des particularités politiques aussi, parce que ce qui était mis en place comme élément aidant. Moi, ce que j'aimerais avoir comme information, Kady, c'est est-ce que ça a été facile pour toi de revenir ouvrir naturellement ta structure au Sénégal, ou est-ce qu'il y avait éventuellement un autre pays qui t'aurait intéressé? Qu'est-ce qui a facilité ce retour au Sénégal? Alors, le retour au Sénégal s'est fait de façon naturelle, dans la mesure où on penserait naturellement retourner à la maison. L'avantage d'être dans la diaspora africaine, on va dire, c'est que on arrête de s'identifier comme Sénégalais, comme Burkinabé, comme Ivoirien, mais on se représente comme Africain. Et bien sûr, le plus proche étant le meilleur, on a l'habitude de s'accompagner avec, on va dire, les membres, des copains de l'Union, des Ivoiriens, des Togolais, des Béninois. Et donc, oui, on revient à la maison, on revient à Dakar. Je crée ma structure à Dakar, mais je me plais à dire, je pense que mon premier deal que j'ai pu avoir, je l'ai eu avec une compagnie ivoirienne, parce que la première personne qui a accepté de me faire confiance était, on va dire, un ancien camarade de promotion de nationalité ivoirienne. Donc, on acquiert cette ouverture d'esprit de plus nous voir africains, plutôt que de faire une représentation par nationalité. Ah, la nationalité. C'est intéressant ce point-là Kady, parce que finalement, ça veut dire aussi qu'on a une capacité, alors quand on fait partie de la diaspora, peut-être à être moins se définir par son pays d'origine, mais plus par la terre finalement qui est la terre d'origine. Et dans ton cas, ça a été probant parce que finalement, tu as eu un contexte, des appuis, des soutiens qui ont favorisé cette création d'entreprise. Je vais me tourner vers Olga pour voir si elle a bénéficié de la même expérience quand elle a voulu créer ses premières entreprises dans son pays d'origine et surtout ce qu'elle a mis en place quand elle s'est rendue compte que cette aventure n'allait pas dans le sens qu'elle voulait. Moi, effectivement, la première fois, ça a été le bide total. Mais pour plein de raisons. D'abord, comme me disaient amicalement et gentiment mes amis là-bas, t'es trop resté en France. Donc, ça veut dire, non mais il faut le dire, on est là aujourd'hui pour tout se dire, je pense qu'il faut arriver avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité parce qu'il faut se dire que personne ne vous a attendu et que ce n'est pas parce que vous pensez avoir des compétences que vous allez réussir. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, ça a commencé à me titiller, à vrai dire, avec l'expérience de Women in Africa, quand j'ai rencontré Aude en 2016, Aude de Thuin, et puis on en a parlé, puis je me suis dit quand même, si elle fait un truc sur les femmes et l'Afrique, et moi je travaillais beaucoup pour les droits des femmes, le développement, je me suis dit quand même, il faudrait que je me bouge. Mais à l'époque, je travaillais encore à l'association des diplômés HEC, où je m'occupais, j'étais directrice réseau. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, je n'étais pas à la rue. Donc, j'hésitais entre quand même une situation assez confortable. J'étais élue également, parce que ça aussi, j'avais un mandat politique, un engagement politique et associatif. Donc, j'étais partagée entre l'envie d'aller me frotter aux réalités là-bas et puis le fait de dire et si je perds tout, je pense que quand on décide vraiment d'y aller,
il faut prendre un aller simple. Et c'est ce que je n'ai pas fait la première fois. C'est-à-dire, j'ai pris un aller-retour, un coup je suis ici, un coup je suis là-bas. Ben, même quand vous avez des gens de confiance, même quand on vous... Moi, j'ai été bien accueillie, hein. Je n'ai pas eu de problème d'accueil, même si, bien souvent, je me sentais en déphasage parce que d'abord, le rythme, Oui. mais au début, je devenais folle. C'est-à-dire, non, mais maintenant, j'en souris. Je vois Kadi, tu souris, Kadi, mais tu vois ce que je veux dire. Au début, je me disais, mais c'est pas possible, Olga, c'est pas possible, tu vas pas y arriver. Et puis après, franchement, je me suis mis dans le bain, je me suis dit, j'ai plus les codes. Il faut que je m'acculture à nouveau. Okay. C'est pas parce que tu es noir, que tu es né en Afrique, que tu as vécu un peu en Afrique, que tu... Et quand je dis africain, mais vraiment dans l'âme, dans la façon de faire, il y a des différences quand même, quoi qu'on dise, culturelles qu'il faut prendre en compte. Il y a une façon de fonctionner et je me suis rendu compte aussi que les standards ont changé. C'est plus l'Afrique de grand-papa ou de grand-maman quand on était petit. Il y a des gens compétents au poste de responsabilité qui ont un niveau d'exigence qui ne tolère pas la médiocrité ou l'amateurisme ou quand vous n'êtes pas tout à fait prêt. Donc ça a été vraiment le premier échec et aussi peut-être le fait que c'était trop ambitieux. Et ce que moi, ça m'a appris, cette première expérience, c'est que vous êtes un bout d'un tout. Vous êtes un maillon d'une chaîne. Vous êtes une petite pierre, mais modeste. Et c'est pour ça que je parlais d'humilité, d'un édifice qui a commencé à se construire sans vous, qui continuera sans vous. Donc, comment, à ce moment-là, vous arrivez avec votre réseau qui vous aide quand même, parce que j'ai eu des personnes bienveillantes, mais je ne m'étais pas suffisamment préparée. Alors, c'est intéressant ce que tu... C'est ça les raisons de l'échec. Tout à fait. Donc, tes raisons de l'échec, Olga, hein, si on résume, hein, c'est vraiment l'histoire d'arriver avec une forme d'état d'esprit où, d'une certaine manière, je maîtrise, je connais les choses. Tu avais, de par ton parcours, beaucoup de réflexes déjà développés, beaucoup de liens aussi avec le continent. Pourtant, la réalité locale amène à s'acculturer, se déculturer sur le rythme, sur les pratiques qui existent aussi déjà sur place. Et ça nous amène à une question, alors je vous adresse la question à toutes les deux, hein, d'une auditrice qui nous demande si la diaspora africaine, quelle peut être sa part de contribution et est-ce qu'elle a une responsabilité aussi sur le fait d'accompagner, de faciliter ce retour ou bien cette installation sur le continent. En quoi la diaspora peut être contributrice ou facilitatrice de ces créations d'entreprises. Je vais commencer par Kadi, ensuite Olga, je te laisserai prendre la suite. Alors, la question est assez intéressante dans la mesure où, en fait, il faudrait éviter de considérer la diaspora comme une organisation bien structurée avec un porte-parole et un canal de communication et des paradigmes qui sont, on va dire, qui sont transversaux. La première chose, je pense, qui peut aider dans le retour, c'est qu'en tant que communauté, qu'on puisse se dire les réalités et ne pas se cacher derrière des success stories en pensant que l'Afrique est effectivement en léthargie, en attente du retour de l'enfant prodige qui viendra avec la solution qui va révolutionner et transformer le continent. La chance que j'ai eue par rapport à Olga, c'est qu'en revenant, étant beaucoup plus jeune, je suis rentrée dans les rangs en acceptant c'est-à-dire en allant directement être employée. Ce qui m'a permis de, effectivement, moi, refaire mon choc des cultures, on va dire, dans une position de collaborateur. J'ai eu la chance d'avoir des supérieurs hiérarchiques qui ont compris que je venais avec mon enthousiasme de débutante, avec mes belles idées révolutionnaires et qui m'ont permis effectivement, en l'occurrence à la Banque de l'Habitat du Sénégal, de mettre en place des outils que j'avais eu à apprendre et à utiliser dans mon expérience américaine et qui ont porté les fruits, mais tout le temps en me permettant quand même d'être le rempart contre moi-même.
parce qu'on vient avec beaucoup d'idées conçues, on vient avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'on a quand même eu son diplôme avec une très bonne mention. On a eu un supérieur hiérarchique en Amérique du Nord qui nous disait s'il te plaît, ne pars pas. Et on peut être tenté de croire qu'on détient, même si pas la solution, en tout cas, mais on va dire une bonne partie de la solution. Et c'est très important d'utiliser le mot qu'Olga a utilisé, à savoir l'humilité, parce que finalement, on n'est rien. Et c'est en comprenant que, oui, l'Afrique avance, hein, malgré tous les stéréotypes et toutes les images qu'on veut bien nous montrer. Oui, les gens sont allés étudier à l'extérieur et reviennent. Et c'est intéressant ce que Olga dit, parce que lorsqu'elle revient, elle va rencontrer quelqu'un comme moi qui est juste allé apprendre et qui a fait le choix de revenir juste un peu plus tôt qu'elle, et qui a peut-être été recruté par une multinationale ou par une grande société locale pour occuper les mêmes fonctions qu'elle occupait dans une compagnie en Occident. Donc, il n'y a pas de recette magique, mais en tout cas, je pense que le mot-clé pour la diaspora, c'est vraiment l'humilité et comprendre que surtout que maintenant, que la technologie permet d'être dans mon petit village là-bas à Fatick et avoir le même niveau de connaissance que le jeune qui est assis à Harvard et avoir le même diplôme. C'est des connaissances transversales. Et moi, j'ai l'habitude de dire aux jeunes étudiants ou aux jeunes diplômés, en tout cas en début de carrière, lorsqu'ils viennent, tropicalisez-vous. Parce que vous venez avec vos techniques. Des fois, en Occident, en tout cas en Amérique du Nord, on a tendance à se surspécialiser. En Afrique, on n'est pas encore à ces niveaux de spécialisation, d'expertise nécessaire. On a plus besoin de personnes transversales qui arrivent à faire plusieurs choses à la fois. Et lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut être en mesure de faire vraiment du multitasking, c'est-à-dire de pouvoir parler de la stratégie de l'entreprise et se retourner et faire un choix sur le type de serrure qu'on va mettre sur la porte pour être sûr qu'on ne va pas se faire cambrioler ou on est en train de sécuriser son investissement. Merci beaucoup pour ce retour, Kady. Je vais aller aussi voir en complément Olga sa vision, parce que finalement, quand on pose cette question, en quoi la diaspora peut être une contributrice ou une facilitatrice, soit de ce retour, soit de cette installation sur le continent, je voudrais bien avoir ton retour et j'ai une question d'une de nos auditrices également à vous poser. Sur la diaspora, moi j'ai envie de dire, ne lui donnons pas plus de responsabilités qu'elle ne devrait en avoir. La diaspora, en tant que système, institution, ce n'est pas une institution. Moi, j'ai passé, allez, je ne vais pas dire 40 années, si je le dis quand même, au moins, à fréquenter des associations de la diaspora. J'ai beaucoup appris, j'ai noué des contacts très intéressants, mais là aussi, j'ai l'impression que souvent, ils veulent jouer un rôle presque politique, en fait. C'est là où ça commence à devenir compliqué. Moi, je pense que si la diaspora, les diasporas d'ailleurs, parce qu'il y en a un peu partout, pouvaient avoir un rôle, ça serait celui déjà d'informer. L'information, c'est très important avant de partir. Informer, au moins mettre sur la table les éléments clés. Sur les facteurs de risque, on sait très bien que dans le secteur privé, quand on va pour investir en Afrique, on nous brandit un certain nombre d'épouvantails. On va dire, et là, Kady va sourire tout de suite, la gouvernance, la corruption, le machin, le risque. Non, mais déjà, si les diasporas, les associations pouvaient mettre tous ces sujets sur la table et faire la différence, et ça, je m'en suis rendu compte quand je suis retournée, entre la perception qu'on a du risque et le risque réel. Et je pense que ça, Kady en finance, elle pourra nous donner un éclairage plus pointu là-dessus. Il y a la perception qu'on se fait en disant « Oh là là, je vais perdre mon argent, je vais perdre mon temps ». Et tu disais, Léo Kady, effectivement, les risques ne sont pas que financiers. Quand vous passez 3 ans à travailler sur un projet, à prendre des avis, des conseils, des mentors à droite et à gauche, et que vous arrivez… Ben, ces 3 ans-là, même si ce n'est pas des millions que vous perdez en cash, mais c'est du temps que vous n'avez pas consacré à autre chose.
Et il y a aussi, il faut quand même se le dire, on a Exactement. tous un petit peu d'ego, on a notre petit orgueil personnel qui est un peu blessé quand même. Bon, mais l'échec, on dit toujours, je n'échoue pas, j'apprends, sauf que tu as quand même échoué, quoi qu'on dise, ça ne fait pas plaisir, moi je le dis. Je veux pas reprendre le truc en rose, en paillettes et dire que c'est super. Non, c'est très dur. Absolument. En revanche, Oui. ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Et franchement, je me dis, quelqu'un qui a échoué une fois en Afrique et qui échoue une deuxième fois, ça veut dire qu'il ne sait pas écouter, il ne sait pas observer. Les gens sont passés le moment où ils vous mettent la petite claque en disant, bon, ça va, il faut se calmer là. Ils sont d'une grande bienveillance. Ils te disent, voilà, moi je serai toi, voilà comment je ferai. Et ça peut être le rôle d'accompagnement des diasporas, de dire, voilà les conseils, voilà ce qu'on peut vous apporter comme conseils sur l'environnement, l'écosystème déjà. Quand je parlais d'acculturation, il faut se réapproprier un écosystème. Après, effectivement, je trouve que beaucoup de projets sont pas aboutis. Moi je n'étais pas dans ce cas de figure. Moi, c'était quand même, quand on est sur des projets d'électrification, il n'y a pas un sujet plus politique que l'électricité. Donc, on touche déjà à des choses où réussir, c'est une gageure. Si vous êtes une petite ONG qui vient creuser un puits ou mettre 3-4 panneaux, oui, mais quand vous commencez à avoir un projet ambitieux, vous passez par les fourches codines de différentes personnes à différents niveaux. J'en dirai pas plus, par pudeur. Et voilà, ça devient très, très, très compliqué. Donc, moi, j'ai compris que le projet suivant, il fallait que je fasse un projet pour être en dessous, au début, des radars politiques. C'est-à-dire ce que je sais faire et apprendre. Super. Merci beaucoup, Olga. De la diaspora, mais pas surjouer. Oui, tout à fait. Alors, sur cette première partie-là de notre webinaire, ce qui est important de retenir, c'est que déjà, quand on parle de la diaspora, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une institution, ce n'est pas un système qui a ses propres lois et ses modes de fonctionnement. Ce sont des individus qui vont se réunir, se retrouver, parce que c'est le pays d'origine, parce que c'est une forme d'état d'esprit. Et d'une certaine manière, pour répondre à la question d'une des auditrices qui était présente, qui, elle, se posait la question de savoir, comme les personnes en local voient la diaspora comme étant, entre guillemets, quelque chose de particulier, comme une forme d'organisation, ils ont une manière de les accueillir, si on peut dire ça comme ça, qui est quand même relativement spéciale. Et donc, dans ce que tu disais, Olga, c'est peut-être aussi de se dire que chaque personne qui compose cette diaspora, finalement, a comme un devoir aussi moral pour aider un tiers, une personne d'un autre pays, mais qui fait partie du continent, pour trouver à la fois des informations, des retours d'expérience, des clés, voire des conseils d'orientation aussi qui soient beaucoup plus concrets que la simple idée de dire bah tiens c'est ce marché qui marche, c'est ce secteur qui marche en ce moment, va plutôt de ce côté-là, mais d'avoir quelque chose qui soit peut-être plus structuré et plus structurant. Et ça va nous emmener vers justement Kadi avec son expertise au niveau de ces éléments justement de risque et puis de financement. Alors est-ce que Kadi, toi tu as eu est-ce que tu proposes des solutions qui soient plus soutenantes justement pour des personnes qui sont des femmes de la diaspora, qui veulent venir ou qui veulent revenir sur le continent? Comment tu accompagnes ou comment tu conseilles ces actrices lorsqu'elles viennent vers toi sur cette notion de risque et sur les meilleurs investissements à faire? Alors, j'ai un métier assez difficile à expliquer parce que le conseil étant assez abstrait, là, je vais faire un petit stéréotype. Je vais dire l'Africain aura toujours tendance qu'il peut s'en passer. Donc, la société que j'ai créée, en fait, c'est une société de bourse et d'intermédiation financière, en fait. Donc, ce que je fais, c'est que je participe je suis un intervenant agréé pour la Bourse régionale des valeurs, la BRVM, donc où sont listées les actions cotées. Donc, on est d'abord dans une logique d'investissement, d'épargne, voilà, de mutualisation des risques. C'est notre quotidien. Sur le côté conseil, nous accompagnons aussi des sociétés à restructurer, on va dire en tout cas, leur bilan, on va dire ça comme ça, mieux organiser leurs dettes, savoir mieux acheter certaines choses et mieux organiser en tout cas leur gestion financière. Nous avons effectivement eu des clients de la diaspora
qui souhaitaient venir s'installer en Afrique. Le principal problème, en mon sens, c'est un peu ce que avait mentionné Olga au tout début, c'est le fait de vouloir continuer à garder son confort dans son pays de résidence et pouvoir quand même profiter des taux de croissance à 2 chiffres des sociétés africaines dont tout le monde parle. C'est impossible. C'est impossible parce que la personne que vous mettrez sur place ne sera pas garant de la stratégie ou de la réflexion que vous avez de là où vous êtes, et parce qu'il y a une multitude de réponses ou de choix ou de décisions à prendre sur le terrain au quotidien où elle ne pourra pas se référer à vous systématiquement, et 99% du temps, vous direz tout le temps, tu n'aurais pas dû le faire comme ça, tu aurais dû me demander, tu m'aurais dit de le faire de cette façon. Sauf que lorsqu'on a rendez-vous, comme le mentionnait un peu plus tôt, Olga, lorsqu'on a rendez-vous avec un ministre et que la personne promoteur du projet ne peut pas se déplacer et que c'est le gérant qui y va, elle n'a pas la possibilité de dire pendant l'audience laisse-moi 2 minutes que j'appelle le vrai promoteur pour lui demander finalement quel niveau de ristourne je peux donner. Et donc, c'est assez important. Donc, c'est un choix qu'il faut faire de dire je rentre et voici mon plan de carrière en tant qu'entrepreneur sur les 10 prochaines années. Je n'aurai pas de vie pendant 3 ans. Je n'aurai aucune vie sociale. Ma mère devra comprendre que je ne puisse pas assister à toutes ces fêtes familiales parce que je suis là sans être là. Je suis là pour construire un rêve. Ou de dire, bon, finalement, je veux investir chez moi, mais je le fais avec un autre canal, à savoir, j'envoie de l'épargne, je participe à un emprunt obligataire émis par les États de l'Union, et j'ai le sentiment de participer indirectement à la croissance. Et dans la mesure où les niveaux de taux d'intérêt sont assez intéressants, surtout durant cette période où on a beaucoup de pays de l'OCDE et autres qui présentent des niveaux de rémunération négatifs. Donc, on n'a pas forcément besoin de se dire qu'il faut être là, avoir un projet, être entrepreneur, vu que c'est le nouveau mot à la mode. On peut intervenir différemment. On peut intervenir en disant « je ne suis pas fait pour l'entrepreneuriat, je suis un salarié, mais je transfère une partie de mon épargne sur un fonds obligataire ou sur un fonds monétaire pour participer au développement. » Donc, tout le monde n'a pas cette âme d'entrepreneur et il faut éviter de pousser tout le monde effectivement vers l'entrepreneuriat parce que ce n'est pas la seule voie. Donc, pour trouver ces formes d'investissement. Donc, merci pour ces deux axes, en fait. Finalement, soit être entrepreneur et faire son job d'entrepreneur en ayant conscience qu'en termes d'état d'esprit, ça demande une forme de sacrifice et ça revient au risque, justement, sur lesquels je vais interroger Olga et amener à rebondir, justement, les risques qu'on prend. On s'investit émotionnellement, on s'investit relationnellement, on s'investit financièrement. Maintenant, je vais me rapprocher d'Olga. Est-ce que si tu pourrais donner 3 risques majeurs que toi tu as identifiés ou que tu vois encore opérer, puisque tu as aussi cette âme d'entrepreneur, mais tu as aussi été à la tête d'organisations. Donc, il y a certainement des clés que toi que tu as pu observer pendant ces périodes-là. 3 risques majeurs que toi tu as observés, et peut-être si tu as des éléments de réponse aussi à apporter par rapport à ces 3 risques. Moi, par rapport à ce qu'a dit Kadi, moi, j'ai fait un peu les 3. C'est-à-dire qu'au tout début, la première fois que j'ai eu envie d'Afrique au sens travailler, j'ai commencé par être actionnaire d'une entreprise. Un ami montait une entreprise là-bas et il m'a dit est-ce que tu veux prendre des actions? Bon, c'était l'économie sociale et solidaire. Donc, et moi, je lui ai dit écoute, je vais le faire symboliquement, je vais investir ce que j'accepte de perdre. Déjà là, c'est pas que j'avais pas confiance, mais je me suis dit, bon, j'ai pas très réfléchi vraiment à la question, je connais pas le terrain, j'investis, c'est pas pour gagner de l'argent. Donc, première chose, ça, comme dit Kadi, tu restes en France, tu continues à envoyer de l'argent à la famille, parce qu'il y a aussi, quand tu es soutien de famille et que tu dois aider les autres, ben, tu restes aussi au départ là où tu as des revenus qui te permettent de faire face à tes obligations. Après,
pour le coup, les entretiens, tout ce que j'ai fait en termes de salariat en Afrique, tout ce que j'ai prospecté, j'ai pas trouvé quelque chose qui correspondait à mes aspirations profondes parce que d'abord, j'ai été trop libre. Donc, j'ai plus l'habitude d'avoir un patron. Moi, je peux plus pointer ou qu'un patron me dise « Ah, mais pourquoi t'es arrivé à quelle heure ?» Je ne sais pas faire. Donc, je me suis dit, je suis devenue entrepreneur, le truc à la mode. Et entrepreneur, pourquoi? Parce que d'abord, je me suis dit, j'étais arrivée à un tournant, j'ai dit à l'âge que j'ai, eh ben, j'ai envie de faire quelque chose qui est utile aux autres, mais que j'aime également. Donc, je ne veux pas que ça soit par nécessité ou par obligation. À partir du moment où j'ai fait ça en restant à Paris, là, volontairement, j'accentue ce qui n'a pas marché dans la première partie de mon expérience pour montrer qu'on peut avoir des échecs et rebondir. Hein, vous avez bien compris que c'est ça le sujet. Mais finalement, on fait tout mal. C'est-à-dire que la partie d'activité que vous avez en Afrique pour laquelle effectivement vous déléguez, et tu as raison qu'a dit, je veux dire, si le décideur, si c'est moi, la personne ne peut pas se substituer à moi. Donc, c'est bien, mais il y a des insuffisances. Ici, vous n'êtes pas à 100% de ce que vous faites, puisque vous avez toujours l'esprit, après la journée de 15 heures, plus les réunions politiques, j'arrive à 23 heures, je branche l'ordinateur, là, il faut gérer l'Afrique et tout. Non, mais je devenais schizophrène. Et là, je suis en, on va dire, transition pour faire une grande transhumance. Donc, c'est pour ça que quand Léo Kadi m'a proposé le webinaire, j'ai dit, bah, écoute, moi, je suis vraiment au tournant où je me dis, ça ne peut pas réussir pleinement. Il y a des choses qui marchent, hein, mais je ne suis pas totalement satisfaite parce qu'il faut avoir un pied dans chaque chaussure et marcher sur deux jambes. Donc, pour l'instant, je suis sur une jambe et demie. Je vais trouver l'équilibre bientôt et je trouve, ce sont des moments passionnants, stimulants. Les difficultés, c'est la connaissance du terrain. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on pense qu'on connaît l'Afrique. Sincèrement, il faut vraiment que ça s'imprime, ça. Deuxièmement, il faut quand même parler du genre. Quand on est une femme, ce n'est pas beaucoup plus simple que pour les hommes, ne serait-ce qu'au niveau des financements. Moi, j'ai un associé, j'ai été associé à plein de gens. Je vois très bien que quand vous arrivez à un rendez-vous, on pense que forcément le boss, c'est le mec, quoi. Hein? Donc, voilà, de temps en temps, il y a besoin de faire un petit recadrage et de regarder votre interlocuteur dans les yeux en disant « je vais vous faire parvenir tel truc ». Et là, tout d'un coup, il se dit « ah oui, c'est pas la secrétaire, c'est pas number 2, number 3 », tu vois. Donc, c'est quelque chose, il faut savoir en Afrique, quand vous êtes une femme, que vous voulez revenir, travailler, il faut aussi, d'une certaine façon, savoir prendre sa place, s'imposer. S'imposer ne veut pas dire avec violence ou heurter, il y a des coutumes, il y a des traditions qu'il faut respecter, mais il faut savoir s'imposer avec calme et fermeté. Ça, c'est indispensable. Et deuxièmement, comme disait Kadi, ben, si vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur, il ne faut pas vouloir être entrepreneur à tout prix. Parce qu'entrepreneur, ça demande quand même beaucoup de connaissances. Moi, j'ai appris sur le tas. Je n'ai pas fait une école pour école spéciale, mais toute la partie financière, tout ce qu'il faut apprendre pour être un bon chef d'entreprise, ben, il faut l'acquérir. Sinon, vous allez retomber dans le secteur informel, vous allez faire du bricolage. Après, je n'ai pas de préjugés là-dessus. Mais si vous avez une grande ambition de construire quelque chose dans la durabilité, je pense qu'il faut aussi vous fixer des objectifs réalistes par rapport à vos capacités ou monter en capacité. Il y a un vrai sujet, j'espère qu'on aura quelques minutes pour en parler, qui est quand même un sujet, moi, qui me tient à cœur, de la formation et de l'éducation. Tout à fait. C'était effectivement le sujet que nous allions aborder pour la troisième phase de notre échange, hein, là, sur la notion de ces paris risqués. Alors, ce n'est pas un pari, c'est simplement avoir une conscience que bien sûr, en tant que femme, il peut avoir des difficultés, mais aussi bien ici que là-bas, en tenant compte du contexte culturel, surtout si on est dans des sociétés qui sont plus patriarcales que matriarcales, que ça ne va pas être simple au niveau de la manière de se faire financer son projet, qu'il y a aussi une posture et un état d'esprit à avoir pour pouvoir recréer un lien finalement dans un écosystème
qu'on a imaginé et fantasmé et qui n'est pas celui qu'on va retrouver quand on va revenir sur place, et d'une certaine manière, avoir cette humilité nécessaire pour pouvoir recréer des liens en forme, comme un élève qui réapprend aussi quelque chose pour, grâce aux compétences qui sont les siennes. Alors Kady disait, il y a des experts et puis il y a les compétences transversales, de voir finalement quelle est la meilleure des expertises qu'on a pour la mettre au service de ce collectif. Avant qu'on aborde la question de la formation, j'avais un point qui était important, c'était de se dire que pour ce qu'on constate pour beaucoup de femmes de la diaspora, c'est qu'elles ont essayé, alors j'allais dire par loyauté, parce que c'était la terre de leur père ou la terre de leur mère, d'aller investir dans le pays d'origine. Alors, Kady, elle a une expérience heureuse. Olga, toi, elle l'a été moins. Est-ce que tu peux nous donner quelques mots par rapport à ça et nous dire en quoi, enfin finalement, qu'est-ce que tu en as appris, et où est-ce que tu t'es développée? Moi, j'ai appris que nul n'est prophète en son pays. Je suis née au Bénin, j'aime le Bénin, mais ça le fait pas, quoi. J'y arrive pas. J'ai pas suffisamment de recul aujourd'hui pour dire quelles sont objectivement les raisons, mais je trouve quand même curieux que quand j'entreprends au Sénégal, je suis accueillie à bras ouverts, ça se passe très bien, à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux. Je n'ai que des amis. Quand j'entreprends en Côte d'Ivoire, où j'ai passé que 7 ans de ma vie, tout se passe bien. Je viens de rentrer d'Abidjan, je te l'ai dit, Léo Kady, avec des gens bienveillants et tout. C'est pas qu'il n'y a pas de bienveillance au Bénin. Je n'ai pas réussi à rendre au Bénin ce que le Bénin m'a donné, et j'étais pleine de bonne volonté, d'enthousiasme, peut-être d'une forme de naïveté, parce que pour le coup, je connais quand même. Là, pour le coup, je n'ai pas besoin d'acculturation quand je suis au Bénin. Quand je parlais d'acculturation tout à l'heure, c'est que j'étais partie du panafricanisme dont parlait Kady, c'est-à-dire que moi, quand je pense l'Afrique aujourd'hui, je pense aller entreprendre ou investir. Moi, je regarde la ligne du bas, hein. Moi, je regarde les chiffres, hein. Je regarde là où c'est dynamique, je regarde là où il y a des infrastructures. Le Bénin, quand on voit depuis 2016 comment ce pays s'est développé, je ne sais pas si certains connaissaient le Bénin d'avant et le Bénin d'aujourd'hui, en termes d'infrastructures, il y a eu énormément un travail colossal qui a été fait. Moi, aujourd'hui, j'ai retrouvé la fierté d'être béninoise, mais ce n'est pas pour ça que c'est mieux pour moi là-bas. Donc, je le dis très clairement. On a mené un projet pendant 3 ans avec Winch Energy. Ça n'a pas marché, quoi. Faut le dire, ça n'a pas marché. Oui. Pour des raisons, peut-être, il faut toujours prendre sa part de responsabilité. C'est jamais que la faute des autres, mais c'est comme ça. Et le même projet ailleurs, tout fonctionne. Donc, je ne sais pas. Moi, ça fait partie d'une frustration, une déception que je vais porter en moi, mais ce n'est pas grave. Je me dis de toute façon, j'aime mon pays, peut-être qu'un jour, ça matchera, oui. Peut-être qu'il y aura une opportunité nouvelle, mais pour l'instant, je suis concentrée sur la Côte d'Ivoire, qui est mon pays de cœur, et sur le Sénégal un petit peu, où j'ai commencé quelques démarches qui sont plutôt sur la bonne voie. Alors, je vais rebondir sur ce que nous dit Olga aussi, parce que finalement, ne pas revenir dans son pays d'origine, oui, ça peut créer des frustrations. Et en même temps, est-ce que c'est aussi peut-être une manière de repenser les choses autrement et de se dire qu'en ayant été, j'allais dire, on n'est ni de là-bas ni d'ici, hein, on n'est ni d'ici ni d'ailleurs, et donc il y a un moment donné, on a envie de s'enraciner quelque part, finalement amener son expertise, créer sa société, ou bien créer de nouveaux partenariats, peut-être qu'on est peut-être plus apte à le faire dans des terres qui ne sont pas les nôtres, parce que la culture est différente et que finalement on a développé cette finesse aussi en termes d'adaptabilité, et c'est peut-être aussi une manière d'enrichir finalement le continent, au lieu de se contenter, mais comme je disais tout à l'heure, par loyauté, de venir redonner à sa terre d'origine ce qu'on a gagné, ce qu'on a eu, et ce qui a fait finalement une part de notre personnalité. Kady, est-ce qu'à ce sujet, tu as j'allais dire des investisseurs, ou en tout cas des clients qui sont d'autres pays d'Afrique, et est-ce que grâce à cette approche financière, cette approche de l'investissement, tu as, je dis peut-être un top 3 des pays qui sont les plus accueillants ou les plus facilitants pour pouvoir justement revenir sur le continent? Alors, je vais faire sourire Olga, parce que moi, dans la zone UEMOA, les 2 pays
dans lesquels je suis le plus à l'aise, c'est le Bénin et la Côte d'Ivoire. C'est bien, bienvenue chez moi alors. J'adore Cotonou. Mais bon, on en reparlera plus tard. Oui, absolument. Et effectivement, je travaille avec un fonds qui est basé au Bénin et avec qui j'arrive à faire de très belles choses et à avoir de très belles performances sur des produits financiers. Et on arrive à avoir énormément de synergie. Et je pense que le fait d'être dans une diaspora africaine, comme on l'appelle, ça permet de s'ouvrir et de se voir plus en tant qu'Africain, en tant qu'individu. Et pour rebondir sur le point de Olga, on a peut-être juste un peu plus d'attente de son pays d'origine, ce qui nous rend beaucoup plus susceptibles, beaucoup plus subjectifs. Et on a toujours tendance à se dire, localement, ils viendront plus tard, on n'est jamais prophète chez soi, on est un peu plus défaitiste, donc l'un dans l'autre, on a, comme tu disais tantôt, on a forcément cette part de responsabilité. Mais l'expérience de la diaspora nous permet d'être beaucoup plus flexible, mais aussi, il faut le reconnaître, ça nous permet d'apprendre à vivre, à travailler avec des standards internationaux. Ça nous permet de mettre en place des procédures de conformité et à apprendre. Je ne dis pas que ce n'est pas... au contraire, je pense que dans notre Afrique ancestrale, c'était des valeurs qui étaient, je ne vais pas dire innées, mais en tout cas assez partagées, c'est-à-dire l'éthique et la déontologie. Aujourd'hui, dans le monde de la finance, nous avons des transactions qu'on appelle over-the-counter, c'est-à-dire on prend le téléphone, on parle à quelqu'un, il vous dit « donne », écoute, tu ne te poses pas la question à savoir est-ce qu'il fait ce qu'il a à faire derrière. Toi, tu checkes sur ta checklist, tu entres dans ta base de données et tu vas faire autre chose. Et malheureusement, dans nos pays d'origine, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Et on a tendance maintenant à plutôt se rapprocher par rapport aux valeurs communes, plutôt que par rapport à la nationalité. Et moi, je suis très à l'aise pour travailler avec un Sud-Africain parce que je sais que quand il me dit « donne », c'est « donne ». Et je suis très à l'aise pour travailler avec ce fonds béninois parce que lorsque je finis de lui parler au téléphone et qu'il me dit « oui, je fais passer par toi mon bulletin de souscription », je vais m'occuper d'un autre prospect. Je ne me pose pas la question à savoir est-ce qu'il faut que j'appelle toutes les 45 minutes parce qu'il y a une possibilité qu'il change d'avis entre-temps. Et donc, ce n'est plus une histoire de nationalité, c'est une histoire de valeur, c'est une histoire de avec qui est-ce que je me sens bien et c'est avec cette personne que je travaillerai. Tant et aussi longtemps que nous aurons cette réflexion de oui, il y a un patriotisme économique, oui, il faut mettre certaines choses en avant, mais on peut le faire différemment. On peut le faire en étant formel, en payant ses impôts, en choisissant effectivement de créer sa société dans son pays d'origine et de dire je contribue de cette façon au PIB de mon pays. Mais il faut s'associer et collaborer avec des gens avec qui on partage les mêmes valeurs et les mêmes philosophies, en tout cas d'investissement. Donc, merci Kadi pour ce retour, ce partage. Là, l'idée principale, c'est surtout de se dire que finalement, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit un futur salarié qui revienne travailler sur une société locale ou qu'on vienne investir de l'argent dans le projet d'un tiers sur le continent, c'est d'abord une histoire de relation avant tout, d'abord une histoire de confiance, c'est d'abord une histoire de connexion autour de valeurs. Ça, c'est une partie des choses et on va aborder avant de clôturer ce webinaire, un point qui, je sais, vous est cher à toutes les deux, c'est la notion de la formation, c'est une notion de développement de compétences aussi, parce que finalement, on disait tout à l'heure, bien sûr, il faut apprendre, il faut réapprendre, en même temps, je peux avoir des compétences techniques, des compétences relationnelles, des compétences transversales, ça c'est une chose. Comment, dans ce retour justement sur le continent, on peut aborder cette question de la formation ? Et comment l'une et l'autre, vous travaillez dessus ou comment ça participe justement à faciliter ou à développer
la manière dont vous encouragez le développement de vos activités, ou sur le continent, et ici, ou en créant un lien avec des personnes sur place. Je vais laisser Olga répondre parce que je sais qu'Olga a un projet qui est en cours. Peut-être tu peux nous dire 2 mots au niveau de ce sujet-là et en quoi justement la formation va contribuer à le faire décoller. Oui, nous, avec mon associé donc, Bruno Tisserand, on a créé l'Académie du développement durable, qui est une entreprise, une académie, donc, qui a pour but de former des hommes et des femmes au métier de technicien supérieur. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en Afrique, on a beaucoup de professeurs, de grands docteurs en philosophie et différents diplômes, des doctorants, mais concrètement, ce n'est pas eux qui vont construire les routes, ce n'est pas eux qui vont installer les panneaux électriques, ce n'est pas eux qui vont relancer les industries ou lancer les industries en Afrique. Donc, je vous passe les détails, 2 ans d'études, de terrain, de rendez-vous divers et variés, et on a lancé l'académie juste à la veille du premier confinement. Donc, pas de chance. Ah oui. On a fait un pilote en Côte d'Ivoire, donc le siège à Abidjan. Là, j'en viens. Et l'idée, c'était quoi? C'était de dire qu'aujourd'hui, il manque les compétences dans des métiers intermédiaires à ce niveau-là de technicien supérieur. Vous imaginez tous les appels d'offres qui passent en Afrique, même pour les entreprises françaises, du CIAN par exemple, qui ont des sièges en Afrique. Bon, ben, on gagne, mais après, il faut la main-d'œuvre qualifiée. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un problème de formation professionnelle et d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il faut revaloriser, moi, le combat là, voilà, le projet, le combat, c'est de revaloriser les métiers techniques, l'apprentissage et la formation professionnelle. Moi, je suis d'une génération où quand on était petit, les parents disaient « si tu travailles mal à l'école, tu seras menuisier ». Mais c'est pas honteux d'être menuisier. Il faut juste, si tu es menuisier, être le meilleur menuisier de ta promotion ou de ton quartier ou de ton village. Mais ce sont des métiers tout à fait nobles. Je trouve qu'il faut revaloriser les plombiers, la couturière, les services de proximité qu'on peut apporter aux citoyens. Par exemple, dans le secteur de la santé, on a vu qu'il y avait plein de métiers. Et on voit qu'aujourd'hui, quand vous voyez qu'il y a des enseignants qui ont été diplômés depuis 20 ans, qui n'ont pas fait de mise à niveau, alors qu'on est passé au digital, qu'il y a de nouvelles technologies, que maintenant, par exemple, les composants électroniques sont minuscules. Ils ont appris à travailler sur une autre génération de composants. Quand on pense à l'intelligence artificielle aujourd'hui qui change quand même la façon de travailler dans le digital, donc nous, c'est ce défi qu'on est en train de relever. On se dit qu'honnêtement, avec toutes les possibilités qu'a l'Afrique à venir, moi j'invite tous ceux qui croient que l'éducation et la formation sont importants à s'investir dans ce secteur-là. Il y a de la place pour tout le monde. On ne craint même pas la concurrence parce qu'il y a tellement à faire que parfois je me lève le matin, je me dis mais comment on va faire? Et donc avec un scope quand même important sur les femmes et les jeunes filles, parce que je pense que l'inégalité des chances, elle se joue depuis l'école primaire, où on explique, où les filles ne voient pas quelle est l'étendue des possibilités qui s'offrent à elles. Donc l'idée, c'est d'aller aussi dans les écoles, dès l'école primaire, de leur montrer que dans la tech, il y a de l'avenir, dans des métiers pointus ou des métiers dits masculins, il y a de l'avenir, dans la finance, il y a de l'avenir, ce n'est pas réservé qu'Adi en est l'exemple aujourd'hui. Absolument. Et voilà, moi, je ne veux plus me retrouver en Afrique avec des gens, quand on demande la plupart du temps, où c'est la communication. Moi, je viens du métier de la communication, donc ce n'est pas péjoratif dans ma bouche quand je dis ça, mais toutes les filles que je rencontre, où elles sont dans la com, où elles sont dans le marketing, mais j'entends rarement des métiers d'avenir, qui sont des métiers d'avenir. On est quand même en pleine transition écologique. Il y a plein de métiers liés à la transition écologique que nous devons investir, mesdames. Donc, vraiment, j'invite tout le monde à se mobiliser. C'est une grande cause. Merci Olga pour ce retour et puis pour ce soutien. Kadi, je vais te voir réagir. Effectivement, alors on parlait de ces investissements. On a dit il n'y a pas que des investissements financiers, il n'y a pas que des investissements humains, il y a aussi des investissements dans des secteurs et il y a aussi des formes d'investissement personnel
qui passe par cette formation. C'est vrai que tout le monde voulait avoir des diplômes de grandes écoles et être le cadre et le patron, mais pourtant, pour qu'une entreprise fonctionne, pour qu'une société fonctionne, tout le monde ne peut pas être patron, tout le monde ne peut pas être dirigeant, et finalement, chacun à sa place a une manière de contribuer, à condition que lui-même donne de la valeur au métier qui est le sien, ou aille un peu se confronter à un secteur qui n'est pas naturellement le plus ouvert. Caddy dans la finance a l'air très souriante et très heureuse, épanouie, et pourtant pourrait se dire c'est un métier extrêmement masculin, c'est un environnement dans lequel tous ces chiffres et tous ces tableaux Excel vont nous rendre complètement chèvres, et au final, elle arrive à accompagner, à porter des projets porteurs. Caddy, de ton côté, au niveau de la formation, quel est ton retour? Comment tu… Parce que, j'allais dire, de manière un peu taquine, quelque part, peut-être le grand enjeu, ce serait de former à la relation à l'argent, mais ce ne serait pas que ça. Alors, je vais te faire sourire parce que j'allais te dire, le seul mérite aujourd'hui que je pourrais avoir en tant que dirigeant, c'est de bien recruter. Parce que, in fine, quand je recrute bien, je peux passer plus de temps au spa et je peux aller plus souvent faire du shopping. En fait, je suis en admiration devant Olga parce que je pense que c'est cette partie de gestion des ressources humaines et de trouver la bonne compétence, c'est la partie la plus difficile de mon travail. En tant que dirigeant, j'ai un challenger de gestion du turnover du personnel, une partie parce qu'en fait, ils sont très bons à se faire recruter, il y a le bon speech pour récupérer la personne, parce qu'ils sont très bons en marketing et en com. Et une fois qu'ils arrivent sur place, on se rend compte que finalement, c'est pour le beau tailleur et pour le beau costume qu'ils sont là. Alors qu'effectivement, il y a une partie très peu glamour, comme tu le disais tout tantôt, Léo Caddy, dans la finance, c'est-à-dire c'est le fichier Excel, c'est la recherche de données brutes, c'est la réflexion, et cette partie, elle est purement technique, c'est de l'analyse, c'est… bon, après, oui, effectivement, passionné de finance, j'allais dire, c'est la partie exaltante, mais ça prend des techniques. Et le recrutement, il est très difficile en Afrique. Et Olga, ton projet est le bienvenu parce que… on arrive à Dakar bientôt. Et je t'accueille les bras ouverts parce que, comme je dis, des fois, on a des diplômés sans contenu. Oui. Et je suis très, très triste pour eux parce qu'ils viennent s'inscrire dans une formation avec beaucoup d'espoir. Et ils se rendent compte au bout de 3 ans que finalement, on n'aura absolument rien appris. Il n'y a aucune adéquation entre le curriculum donné à l'école et le besoin de l'entreprise. Si moi, aujourd'hui, une société de bourse, je vais voir une école de commerce et que je lui demande de me donner un analyste financier, à qui je demande au test d'entretien de me donner 5 noms d'entreprises cotées à la BRVM et que l'étudiant n'est pas en mesure de me le donner, mais qu'est-ce qu'il aura fait pendant 3 ans? Et c'est malhonnête, et c'est dommage. Et un continent ne peut pas se développer sans éducation, sans formation. C'est une tristesse, et heureusement qu'il y a des Olga qui décident de s'investir, parce que c'est dommage même pour ces jeunes qui ne réalisent même pas que pendant 3 ans, ils sont passés à côté de l'essentiel, parce qu'on ne leur apprend pas à réfléchir, on ne leur apprend pas à être des personnes assez efficientes, à être structurées, à rechercher l'information, à être autonomes, à travailler sans supervision. Caddy, c'est intéressant cette voix que tu utilises, que je vais tout de suite venir partager une question d'une… Alors, vous savez qu'on est diffusé à la fois sur Zoom, mais également sur LinkedIn. Et donc, là, ils s'activent énormément. Vous le verrez à la rediffusion. Ils échangent beaucoup d'informations entre eux. Et justement, l'une des questions qui est posée, c'est une question qui est légitime par une des auditrices qui pose cette question. Je me demande souvent comment, c'est-à-dire que je ne peux pas faire un copier-coller de ce que je fais ici et le mettre. Est-ce que vous avez des éléments de réponse l'une ou l'autre sur ce point? Est-ce que tu pourrais la reformuler? Il y a eu un petit souci technique.
Oui, donc la question, c'est, je me demande souvent comment créer une nouvelle clientèle et tropicaliser mes compétences. Ah, C'est la question de l'auditrice, en fait. Donc, est-ce que vous d'accord. auriez, en synthèse, hein, une réponse à lui apporter, parce qu'on arrive à l'heure de la clôture et je veux respecter les timings. Il aurait fallu peut-être connaître son secteur d'activité. Ah oui, alors effectivement, elle ne nous a pas donné son secteur d'activité, mais d'une façon générale, si on doit trop, parce que c'est intéressant cette notion de tropicaliser ses compétences, c'est-à-dire que finalement, les compétences et les acquis que j'ai eus dans toutes ces écoles ou tous ces parcours ou tous ces parcours certifiants. Tropicalisé, je ne sais pas si c'est ça, mais en fait, c'est pas tropicalisé, c'est ce que vient de dire à l'instant Kadi, partir des besoins de l'Afrique et des entreprises africaines et de vos clients africains. Nous, pourquoi on a fait ce projet de formation? Parce qu'on est parti des besoins du secteur privé, des entreprises, des administrations, qui n'étaient pas en adéquation avec le contenu des curricula qui étaient dispensés dans les centres. Absolument. On apprend, alors, ouais. Mais je n'ai pas le temps de vous donner des exemples, on apprend des trucs dingues aux gens. Ben, disons qu'il y a une dimension extrêmement théorique et après, nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des éléments pratico-pratiques. Et donc, l'auditrice nous répond, en fait, elle est expert comptable pour une profession libérale et donc, l'idée, ce serait de créer un cabinet avec une couverture de l'Afrique francophone. Donc, ce qu'on va faire, parce que je sais qu'on va avoir des demandes et elles commencent déjà à affluer. Olga, est-ce que tu pourras nous rejoindre un lien sur ton projet pour que tu puisses en savoir plus? Parce que c'est vrai qu'il est très intéressant et il est une voie d'ouverture. On a vu Kadi réagir dessus. Kadi, j'ai également des demandes pour mieux comprendre sur quels axes toi tu accompagnes et comment ils peuvent te solliciter, parce que finalement, il y en a quand même qui aiment Excel et qui aiment bien comprendre l'analyse du chiffre et qui ont envie de voir les leurs aussi se développer. Hein, donc, je sais qu'on aurait envie de poursuivre plus avant, parce qu'il y a des questions que vous allez pouvoir, quand vous allez voir le replay de cette émission, voir l'ensemble des questions qui s'affichent. Je vous invite l'une et l'autre à y apporter des éléments de réponse pour nos auditrices, voilà, pour que les échanges puissent se poursuivre. Moi, je voulais vous remercier toutes les deux pour ce temps que vous nous avez consacré, parce que je sais que vous êtes très prises et l'une et l'autre, pour la sincérité et puis la simplicité avec laquelle vous avez exposé vos parcours, sur ces succès, sur ces échecs, sur vos manières de rebondir. La question du jour, c'était de savoir, quand on est une femme de la diaspora, venir ou revenir sur le continent en termes d'investissement, et puisque c'est un pari risqué ou pas, vous nous avez donné des clés pour que finalement on se repose la bonne question, qui est finalement celle de savoir est-ce que j'ai envie de m'investir sur place ou de le faire ici, différents formats pour investir, soit en tant qu'actionnaire, soit en tant que salarié, soit en tant qu'entrepreneur, mais surtout et avant tout s'appuyer sur ce réseau qui n'est pas une institution de la diaspora, de ces femmes qui ont déjà œuvré, de ces femmes qui ont déjà eu des succès et qui ont déjà qui ont déjà travaillé à la fois dans leur pays d'origine, comme c'est le cas de Kadi, ou comme Olga, qui ont réussi à construire des choses sur différents pays, parce que je pense que le travail sur différentes terres, quand on est une femme de la diaspora, grâce à cette capacité à vite s'acculturer, nous a donné des clés concrètes pour pouvoir finalement faire face aux différents contextes et trouver des voies pour réaliser les rêves qui sont les nôtres par rapport au projet qu'on porte, quelle que soit la manière dont on va le mettre en place sur le continent. Je vous remercie encore toutes les deux. Je remercie l'ensemble de nos auditeurs. Beaucoup de questions. Merci pour les interactions. J'aurai le plaisir pour vous retrouver pour le 3e opus au mois de juillet. Entre-temps, poursuivons les échanges sur les réseaux sociaux. Renvoyez-nous vos questions au niveau de Women in Africa. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Bon appétit pour ceux qui sont de ce côté du fuseau et puis bonne fin de journée pour ceux qui sont encore comme Kadi, à l'autre bout. Merci à vous. Merci. Belle journée. À bientôt. À bientôt.